Le royaume de Kensuke, Michael Morpurgo, chapitre 2. De l'eau de toutes parts. On dit que l'eau couvre les 2 tiers de la surface de la Terre. C'est vraiment l'impression que l'on a quand on est en mer, et la sensation aussi. Eau de mer, eau de pluie, tout est mouillé. La plupart du temps, j'étais trempée jusqu'aux os. J'avais tout l'équipement nécessaire. Le skipper y veillait soigneusement. Mais l'humidité transperçait tout. Dans la cabine aussi. Tout était mouillé, même les sacs de couchage. Il fallait attendre que le soleil brille et que la mer se calme pour pouvoir faire sécher nos affaires. Nous étendions tout sur le pont et la Péguissou était bientôt parée d'une grande corde à linge qui la traversait de la poupe à la proue. Être de nouveau au sec était un grand luxe, mais nous savions que cela ne durerait pas longtemps. Vous pourriez penser qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour 3 personnes à bord. Les jours succédant aux jours, puis les semaines aux semaines, vous auriez complètement tort. Tant qu'il faisait jour, on ne s'ennuyait pas un instant. J'étais toujours occupée à diminuer la voilure, à border une écoute au winch, à larguer les voiles, à prendre mon tour à la barre, ce que j'adorais, ou à aider mon père dans ses interminables travaux de raccommodage et de réparation. Vous pouvez rechercher euh, que signifie, dans le domaine de la navigation, diminuer la voilure, border une écoute au winch par exemple, ou larguer les voiles. Il avait souvent besoin de 2 autres mains pour tenir et maintenir une pièce pendant qu'il perçait, tapait, vissait ou sciait. J'étais sans cesse en train d'éponger, de préparer du thé, de laver la vaisselle ou de l'essuyer. Je mentirais si je disais que j'aimais tout faire. Ce n'était pas le cas. Mais je ne m'ennuyais jamais. Un seul membre de l'équipage avait le droit de paresser, c'était Stella Artois, et elle ne s'en privait pas. Il n'y avait pas grand monde contre qui aboyer en pleine mer, aussi passait-elle le plus clair de son temps à sommeiller sur mon lit dans la cabine. Quand il faisait beau et que la mer était calme, cependant, elle aimait beaucoup aller à l'avant du bateau pour guetter quelque chose qui ne soit pas uniquement la mer. On pouvait lui faire confiance. Elle décelait très vite tout ce qui apparaissait sur l'eau. Une bande de marsouins qui plongeaient et sortaient des vagues, une famille de dauphins qui nageaient à côté du bateau, si près qu'on aurait pu les toucher, des baleines, des requins et même des tortues. Nous avons tout vu. Ma mère prenait des photos et faisait des films vidéo, tandis que mon père et moi nous disputions pour avoir les jumelles. Mais Stella Artois était dans son élément. Elle était de nouveau un vrai chien de berger, aboyant ses ordres aux créatures de la mer, ramenant son troupeau des profondeurs. Aussi énervante qu'elle ait pu être, elle transportait partout avec elle son odeur de chien mouillé. Nous n'avons pas regretté une seule fois de l'avoir emmenée avec nous. Elle était notre plus grand réconfort. Quand l'océan était agité et nous secouait, ma mère avait l'impression qu'elle allait mourir de mal de mer. Blanche comme un linge, elle s'asseyait alors dans la cabine, prenait Stella sur ses genoux et elles se blottissaient l'une contre l'autre. Quand j'étais terrifiée par une mer déchaînée et le hurlement des vagues, et le hurlement du vent, je me recroquevillais sur ma couchette avec Stella et enfouissais ma tête dans son cou, la serrant fort contre moi. Dans ces moments-là, je ne pense pas qu'ils aient été très fréquents, mais ils m'ont beaucoup marqué. Je gardais toujours le ballon d'Eddie près de moi. Ce ballon de football était devenu une sorte de talisman pour moi, un fétiche qui semblait vraiment porter bonheur. Un fétiche, c'est un objet magique. Chaque tempête soufflait si fort qu'elle finissait par se séparer elle-même et nous nous retrouvions toujours là, toujours vivants, toujours à flot. J'avais espéré que mes parents oublieraient complètement mon travail scolaire. Et au début, j'eus l'impression qu'en effet, ils l'avaient oublié. Cependant, après avoir essuyé quelques tempêtes, et après une courte période d'adaptation, ils me firent asseoir pour m'apprendre la mauvaise nouvelle. Que cela me plaise ou pas, il fallait que je suive mon programme. Ma mère se montra intraitable.
Je m'aperçus très vite que tout recours à mon père était vain. Était vain, c'est-à-dire ne servira à rien. Il se contentait de hausser les épaules en disant: «C'est ta mère qui commande, c'est le skipper», et je ne pouvais rien rétorquer. Au moins, à la maison, c'était simplement ma mère et je pouvais discuter avec elle. Mais sur le Péguissou, sur la Péguissou, je n'en avais plus le droit. C'était une conspiration. À eux deux, ils m'avaient préparé tout un programme de travail. Une conspiration, c'est-à-dire un complot. Il fallait que j'avale des livres de maths. Mon père m'aiderait si je calais, m'avait-il dit. Calais, c'est-à-dire avoir une difficulté. Pour l'histoire et la géographie, je devais trouver et noter tout ce que je pouvais sur chaque pays que nous visitions tout au long du voyage. Pour les études sur l'environnement et sur l'art, je devais prendre des notes et dessiner tous les oiseaux que nous voyions, tous les êtres et toutes les plantes que nous rencontrions. Ma mère insista aussi pour m'enseigner la navigation. Bill le Mataf m'a appris, me dit-elle, et maintenant c'est à mon tour de t'apprendre. Ce ne sont pas des choses que l'on met dans un curriculum, mais qui sait, ça pourrait te servir un jour. Elle m'a appris à utiliser le sextant, à faire des relèvements au compas, à tracer une route sur la carte. Alors, recherchez également de votre côté ce qu'est un sextant, en quoi consistent les relèvements au compas. Je devais marquer dans le journal de bord à quelle longitude et quelle latitude nous nous trouvions tous les matins et tous les soirs sans me tromper. De la même façon, longitude et latitude sont des mots que vous avez sûrement rencontrés en géographie. Vérifiez également leur signification. Je pense que je n'avais pas vraiment remarqué les étoiles auparavant. Désormais, quand j'étais de quart dans le cockpit, la nuit, en pilotage automatique et que les autres dormaient en bas, les étoiles étaient mon unique compagnie. J'avais parfois l'impression que nous étions les derniers survivants de toute la planète. Il n'y avait plus que nous, la mer sombre tout autour et des millions d'étoiles au-dessus. C'était souvent quand j'étais de quart la nuit que je faisais mes rédactions. En fait, c'était ma version personnelle du journal de bord. Je n'étais pas tenue de montrer ce journal à mes parents, mais j'étais encouragée à écrire dedans toutes les semaines ou à peu près. Ce serait, m'avait-il dit, mon souvenir personnel, privé du voyage. À l'école, je n'avais jamais été très bon en rédaction. Je ne savais jamais quoi écrire, ni par où commencer. Mais sur la Péguissou, je me rendis compte qu'il suffisait que j'ouvre mon journal pour écrire. J'avais toujours tellement de choses à dire. Et justement, je n'avais plus du tout l'impression d'écrire, mais plutôt de dire les choses. Je parlais dans ma tête. Les mots descendaient le long de mon bras, puis de mes doigts et de mon stylo jusqu'au papier. Et c'est ainsi que je le lis maintenant, bien des années plus tard, comme si je m'entendais parler. Aujourd'hui, je regarde mon journal de bord. Le papier est un peu froissé, les pages sont jaunies par le temps, mes pattes de mouche sont un peu effacées, mais toujours à peu près lisibles. Voici quelques extraits de ce journal. Ce sont des passages courts, mais parlants. C'est ainsi que j'enregistrais ce qui se passait au cours de notre grand voyage. C'est ce que ressentait un garçon de 11 ans, tandis que nous voguions sur les vastes océans du monde à bord de la Péguissou.